quand on est en confrontation de cultures avec des cultures qui n'ont pas nécessairement toutes exactement les mêmes valeurs, il n'y a que deux solutions, bien d'accepter de vivre ensemble et de trouver ce que les Québécois appellent des accommodements raisonnables pendant un certain temps avec l'espoir d'un rapprochement, ou bien de tuer les autres. Alors nous préférons quand même l'idée d'essayer de trouver des accommodements raisonnables. C'est un peu l'objet de cette revue. Alors, le sujet lui-même. C'est un sujet compliqué. Jean Bobiro vient de publier un bouquin qui parle des 7 laïcités françaises, et dont le sous-titre est, en gros, il n'y a pas de modèle français de la laïcité. Alors, il énumère et il commente historiquement les 7 laïcités françaises. Moi, je serais plus modeste que lui, je n'en évoquerai que 2 ou 3, disons. Mais pour cela, je le ferai avec un principe de base très simple. Nous sommes dans un pays de droit écrit, et quand on veut parler de quelque chose, et en particulier de questions centrales par rapport à l'organisation de notre pays, c'est bien de se rapprocher des textes qui sont les grands textes de la nation, le texte constitutionnel et les textes de loi. Donc il me semble que si l'on veut réfléchir à ce que peut représenter pour nous le concept de laïcité, il est préférable de le faire par référence à ce qui est écrit et de réfléchir à partir de ce qui est écrit. Alors, par rapport à ce qui est écrit, je commencerai par parler de quelque chose qui n'est pas écrit et qu'on voit très souvent cité en fonction du principe de laïcité, virgule, etc., etc. Mais je n'ai jamais vu un texte, alors peut-être certains d'entre vous me contrediront-ils, mais je n'ai jamais vu un texte qui parle par écrit du principe de laïcité. Alors, on parle d'un autre principe dans notre pays, qui celui-là existe, et on en parle à tort et à travers, qui est le principe de précaution, en vertu du principe de précaution. Alors, en vertu du principe de laïcité, en vertu du principe de précaution. Alors, la grosse différence entre le principe de laïcité et le principe de précaution, c'est que le principe de précaution, il existe. Il existe par écrit dans la Constitution. Il existe d'ailleurs de façon très intéressante, car de façon, je vais juste le citer, parce qu'il existe de façon très précise, et beaucoup plus précise que la façon dont on l'utilise habituellement. Il a été défini par ce qui s'est appelé la Charte de l'environnement de 2004, qui est un des textes fondamentaux de la Constitution française. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Ça, c'est le texte qui introduit la Constitution actuelle de notre pays, la Constitution de 1958, telle qu'elle a été progressivement remaniée. Et la Charte de l'environnement, ça mérite quand même réflexion, et définie de façon très précise. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, on ne parle que de ça, uniquement de ça. Les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures adaptées. Appropriées. Donc en fait, il y a une définition très précise et parfaitement réductrice du principe de précaution, puisque le principe de précaution ne s'applique qu'à nous. Alors je reviens maintenant à nos moutons, c'est-à-dire au principe de laïcité, qui n'est pas défini. Il n'est pas défini dans la Constitution, il est défini dans aucune loi. Alors, il existe quand même. Il existe au travers, et c'est ça dont je voudrais commencer par parler, de 3 modalités d'existence, 3 modalités de présence. Donc je commencerai par parler de ça. Je dirai un tout petit mot après de la question de l'extension de nos réflexions à l'échelle européenne, parce que la France est un pays qui s'inscrit dans la construction européenne et qu'il est important d'essayer de voir comment ce concept de laïcité peut s'inscrire dans le cadre de la construction européenne, alors même qu'il est intraduisible. Et puis, le 3e point, bien si nous en avons le temps, j'aimerais qu'on parle un petit peu de culture et de langue, avec l'idée que j'aimerais en discuter avec vous, parce que cette question me passionne,
mais que j'ai au moins autant à apprendre de vous que moi à vous expliquer ou à vous dire ce que je pense de la question. Donc d'abord, la laïcité en tant que telle. Alors la première, il y a trois façons d'en parler. Il y en a deux qui correspondent à des textes effectifs, écrits, et il y en a une qui est centrale, parce que c'est à cela qu'on pense habituellement quand on parle de laïcité, et qui n'est absolument pas mentionné sous ce terme dans les textes qui, entre guillemets, en parlent. Je veux dire que au début du XXe siècle, dans les années 1901, 1902, 1903, 1905, ont été adoptées en France quelques lois qu'on a l'habitude d'appeler lois laïques de la République. On les appelle aussi quelquefois un peu autrement, mais on les désigne globalement sous l'acception, sous le terme de loi laïque de la République. Parmi elles, il y en a deux qui sont très connues, la loi de 1901 et la loi de 1905. Aucune des deux ne mentionne le mot laïcité. Alors la loi de 1901 et la loi de 1905 sont fondamentalement des lois de liberté, ou plus exactement encore, des lois de libération. C'est-à-dire que la loi de 1901, qui est la loi qui institue le droit d'association, met un point final à ce qu'était la loi Le Chapelier, qui avait été adoptée en 1791, le 14 juin 1791, la loi Chapelier, qui, dans le cadre de ce qui se passait au moment de la Révolution française, avec le désir de concentration de la France, de restructuration autour de l'idée républicaine, interdisait les corporations, le compagnonnage, les coalitions ouvrières, le droit de grève, etc. Tout ça, c'est la loi de Chapelier. Alors cette loi avait été déjà un peu remise en cause à la fin du XIXe siècle, et puis quand Waldeck-Rousseau était président du Conseil des ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, on a mis le point final, je dirais, à la loi Le Chapelier, en adoptant la loi de 1901 du droit d'association, qui autorise eh bien, à partir de deux, dès que deux personnes se rassemblent, le droit de se rassembler, dès lors que, bien entendu, il n'est pas question de remettre en question la République. C'est dit de façon explicite. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de non-effet. Mais à cette réserve-là, qui est quand même tout à fait raisonnable, le droit d'association est absolu. Et c'est un droit sans déclaration préalable. On n'est pas obligé de passer par des normes pour être reconnu comme association. Donc c'est une loi fondamentalement de libération. On l'appelle loi laïque. La deuxième loi de libération, c'est la loi de 1905. La loi de 1905, qui est également une loi très, très importante, comme vous le savez, de séparation des églises et des États, elle non plus n'emploie pas le mot laïcité. Il n'est pas question de parler de laïcité. Il est simplement question de dire, dans l'article 1er, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Autrement dit, elle se protège par rapport à ce qu'elle va dire en disant la République assure la liberté de conscience, donc on est libre de penser, et ensuite elle ne parle que de l'organisation des cultes. C'est une loi institutionnelle qui établit fondamentalement la séparation essentielle des institutions de la République, des institutions politiques de la République et des institutions ecclésiastiques, quelles qu'elles soient. Donc c'est une loi qu'on interprète comme une loi de laïcité, et on a raison de le faire, mais il faut bien avoir conscience du fait qu'elle ne définit en aucune manière ce qu'est la laïcité. Elle est reconnue comme une loi laïque, mais au même titre que la loi de 1901. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une loi de libération, et à l'époque, c'était très clair, il y avait une emprise extrêmement forte, tout le monde le sait, de l'Église catholique sur ce pays et sur les institutions de la République, et cette loi était une libération par rapport à cette emprise, mais absolument pas une loi anti-religieuse, car d'aucune manière, cette loi ne porte atteinte à quelque religion que ce soit.
ne porte en aucune manière ni à la liberté de conscience, ni à la liberté de culte, puisqu'elle va jusqu'à instituer, dans les lieux où il y a privation de la liberté de corps, les hôpitaux, les prisons, des aumôneries qui sont payées par l'État. Autrement dit, la liberté de culte est reconnue, et elle est tellement reconnue que cela va jusqu'au financement de la liberté de culte dans les lieux où il n'y a pas liberté des individus. Donc je crois qu'il faut avoir cela très présent à l'esprit quand on parle de laïcité. Alors, il y a deux autres occasions, et cette fois où on emploie le mot, de parler de laïcité. Il y a l'école, qui est laïque et gratuite, en général, et pas obligatoire, ce que beaucoup de gens ignorent. Elle n'est pas obligatoire, elle a été obligatoire, mais elle n'est plus obligatoire depuis fort longtemps. Elle est laïque et publique, gratuite, pardon, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'obligation pour les parents de mettre leurs enfants à l'école publique, et on en reparlera peut-être. Personnellement, je pense que ce serait bien qu'on rappelle à l'ensemble des parents qu'ils peuvent bénéficier d'un service de l'État en mettant leurs enfants dans une école gratuite et laïque, et qu'ils ne sont pas obligés de le faire, ils ne sont pas tenus de le faire. Ils peuvent mettre leurs enfants dans d'autres écoles que dans les écoles publiques de la République. Donc là, le mot laïque est employé puisqu'il figure dans l'appellation de l'école. L'école publique est gratuite et laïque. Et puis il y a un autre endroit où le mot laïque figure de façon extrêmement importante, extrêmement forte, et je voudrais insister beaucoup sur ce point, parce que je pense que c'est un point qui rencontre très fondamentalement, d'après la représentation que j'en ai, ce que vous faites dans les écoles d'Iwan. Et ce mot figure tout simplement dans la Constitution française, dans la Constitution, c'est-à-dire dans le texte fondamental de la République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors c'est un mot, c'est une phrase qui a été introduite en 1946, au moment où la France est sortie de l'horreur de l'État français pour redevenir une république. Et c'est un mot qui a été une phrase qui a été reprise intégralement dans la Constitution de 1958, qui confirme donc que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est tout ce qui est dit. Donc les mots sont là, ils sont ce qu'ils sont, et nous avons la liberté, mais je dirais aussi le devoir de les interpréter. Parce qu'il ne suffit pas de dire la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale pour donner un contenu à ces termes. Alors, nous sommes dans un pays de droit écrit, ce qui veut dire que ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Ça a été écrit à un certain moment dans un certain esprit, mais ce qui existe actuellement, c'est ce qui est écrit. Et par conséquent, nous avons le droit et le devoir d'interpréter aujourd'hui et maintenant ce qui est écrit, à condition de respecter ce qui est écrit. Donc que veulent dire ces quatre mots? Et je pense qu'il est très important d'y réfléchir. Démocratique et social, ils viennent en troisième et quatrième position. On pourra en parler. Démocratique, ça signifie qu'on donne un contenu à l'idée que le pouvoir est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et avec une certaine forme d'organisation qui passe par un système de représentation du peuple. Social, ça veut dire qu'il y a une orientation générale d'une république qui se veut cohérente. Et je voudrais insister surtout sur les deux premiers mots, indivisible et laïque. Alors indivisible, il y a beaucoup de gens qui pensent que la République est une et indivisible. Alors ils sont restés en 1791. 1791. Bon, elle n'est plus une et indivisible. Et j'ai même entendu à un moment donné un président du Conseil constitutionnel dire « Oh, c'est la même chose ». Mais ce n'est pas du tout la même chose. La République est indivisible. Elle n'est pas une, elle est indivisible. Ça veut dire quoi qu'elle est indivisible? Qu'est-ce que ça veut dire que le constitutionnaliste, en écrivant le premier mot de la Constitution, la France est une république indivisible, qu'est-ce qu'a voulu dire le constitutionnaliste? N'importe quoi. Il a écrit quelque chose d'évident. Elle est indivisible parce qu'elle est indivisible. C'est un atome, on ne peut pas le couper en morceaux. Non. S'il a écrit cela,
ça ne peut pas vouloir dire autre chose que la France est divisible, mais qu'on ne veut pas la diviser. Parce que sinon, c'était vraiment pas la peine de l'écrire. Si c'était une évidence qu'elle était indivisible, pourquoi l'écrire dans la Constitution? Donc si la France est une république indivisible, c'est qu'elle est complexe. C'est-à-dire qu'on pourrait la diviser. C'est qu'on pourrait la juxtaposer en entités parallèles les unes aux autres. Mais ce n'est pas ce que dit la Constitution. Ce que dit la Constitution, c'est qu'elle est indivisible. C'est-à-dire qu'on ne veut pas la diviser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est quand même compliqué. Elle est complexe, on a envie de tenir compte de cette complexité, et on ne veut pas diviser la France en entités juxtaposées. Intervient le deuxième mot, laïque. Laïque, il a une étymologie, ce mot, une étymologie grecque, laïos. Alors en grec, il y a trois façons de dire le peuple, des mots qui est bien connu, ethos et laïos. Laïos, c'est le peuple dans son extrême diversité. C'est pas le peuple comme Démos dans son organisation où les citoyens, les hommes, bien entendu pas les femmes, avaient le droit de vote, pas les esclaves, pas les femmes, etc. Ça c'est Démos. Laïos, c'est la réalité du peuple dans son extrême diversité. Laïque, c'est le dérivé de laïkos, c'est le dérivé de cette expression. C'est-à-dire que si la République est indivisible et laïque, c'est qu'elle reconnaît la diversité comme un élément constitutif qui doit être compatible avec l'indivisibilité. C'est-à-dire que le fait que la France soit une république indivisible et laïque implique que la laïcité soit la clé, en quelque sorte, de la solution du problème de l'indivisibilité, c'est-à-dire qu'il y ait reconnaissance par l'ensemble des éléments qui font la complexité de ce pays, de la réalité et de la légitimité des autres éléments de cette complexité. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé personnellement qu'on donne une définition, ce que j'ai fait dans le petit livre que Stéphanie a la gentillesse de citer. J'ai proposé qu'on donne une définition périculturelle de la laïcité, à côté de la définition implicite péricultuelle qui résulte de la loi de 1905, implicite, puisque le mot n'est pas prononcé. Mais on est quand même dans le péricultuel au niveau de la 1905. Ici, par rapport à la République, indivisible et laïque, il me semble indispensable de donner une définition périculturelle de la laïcité que j'ai personnellement définie comme un principe de reconnaissance réciproque de l'égale dignité des cultures. Principe de reconnaissance réciproque de l'égale dignité des cultures. Alors depuis, on m'a fait remarquer, et j'adhère assez fortement à cet amendement, qu'il vaudrait mieux dire mutuel plutôt que réciproque. Disons principe de reconnaissance mutuelle, parce que mutuel implique une interaction, alors que réciproque, c'est juste un échange. C'est un détail. Mais c'est un principe de reconnaissance mutuelle de l'égale dignité des cultures. Alors ça fait 5 mots qui, chacun mérite réflexion et qui sont, à mon avis, absolument essentiels. Alors culture, je n'ai pas besoin d'insister auprès de vous sur le fait que ça comprend évidemment les langues et que ça comprend évidemment les cultures d'origine territoriale et pas seulement territoriale, telle que la culture bretonne, puisque la culture bretonne est une culture territoriale, mais qu'elle est aussi une grande culture diasporique. Il y a des Bretons partout dans le monde et il y a une dispersion de la culture bretonne dans l'ensemble de l'univers, sur l'ensemble de la planète. Donc, je pense que le premier mot, principe, implique en soi qu'on commence par considérer l'égale dignité des cultures. Commence par considérer. Mais un principe, ça peut avoir des exceptions. Et on n'est pas obligé de considérer qu'un principe entraîne obligatoirement la reconnaissance de l'égalité des cultures. Alors il y a le mot mutuel qui crée déjà une protection, c'est-à-dire que si une culture refuse de reconnaître les autres cultures, elle s'élimine par elle-même de la laïcité. Mais ça ne suffit pas, parce que un principe de reconnaissance mutuelle de l'égale dignité des cultures, les cultures machistes, c'est quand même embêtant.
moi, j'ai pas tellement envie de reconnaître l'égale dignité d'une culture machiste. Seulement, s'il commence à réfléchir à ce qu'est une culture machiste, alors je connais bien sûr des exemples manifestes de culture machiste, mais si je pense aux cultures dont nous sommes très proches du point de vue des engagements religieux, la culture catholique, la culture juive, il y a quand même pas mal de machisme dans ces cultures-là. Donc si je commence à dire je refuse telle ou telle culture parce qu'elle est machiste, je me refuse aussi à reconnaître des cultures vraiment très proches comme faisant partie de la laïcité. Donc je veux simplement insister sur le fait que de dire un principe de reconnaissance mutuelle de l'égalité des cultures, ça veut dire qu'on commence par partir de l'idée que les cultures sont également dignes, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout de n'importe quelle culture. Donc on est dans une dialectique de discussion, de dialogue, de réflexion critique. On n'est pas les poings et pieds liés en disant je reconnais ou je ne reconnais pas. C'est pas du noir et blanc, c'est plus compliqué que ça. Alors, principe de reconnaissance mutuelle, j'ai dit que c'était évidemment essentiel. Si une culture ne reconnaît pas les autres cultures, qu'elle aille se faire voir. De l'égale dignité des cultures. La dignité, ce n'est pas un mot de la Constitution française, mais c'est un mot de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, pour parler justement sans machisme, et c'est un mot qui figure dans la charte d'Iwan. Dans la charte d'Iwan, il est très clairement dit. Tout le monde la connaît? Vous reconnaissez la. Non, qui n'a jamais été changée. Je l'ai par là, Oui, elle est là. Je l'ai là. Bon, vous référez tout à fait explicitement à la Déclaration universelle. Alors là, pour le moment, c'est le droit de l'homme. Enfin bon, disons que c'est pas terrible parce que ça peut dire que c'est l'homme. Alors, c'est un homme avec un petit H là. Il faudra qu'on mette droit humain la prochaine fois. Parce que ce serait homo plutôt que vir. Mais enfin bon, peu importe. Déclaration, vous dites dans la charte d'Iwan. Diwan affirme que son combat exige que soient respectées les convictions religieuses, philosophiques ou politiques de tous ses membres, quel que soit l'éventail de celles-ci, et en tant qu'elles ne sont pas contraires à la Déclaration universelle des droits humains. Donc, vous référez à la Déclaration universelle des droits humains, qui, elle, insiste énormément sur la question de la dignité. Alors, c'est un mot dont on peut peut-être un peu regretter qu'il ne figure pas dans la Constitution française, il n'y est pas. On ne veut pas l'y mettre, on ne va pas changer l'article 1er de la Constitution, je ne le souhaite pas en tout cas pour ma part, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mot qui mérite respect. Hein. Donc, reconnaissance de la dignité, principe de reconnaissance mutuelle de l'égale dignité des cultures, je crois que c'est un élément extrêmement fort de réflexion sur ce que l'on peut considérer comme étant l'autre versant de la laïcité, un versant qui s'attache très précisément à l'entente ou tentative d'entente, dès lors qu'il y a reconnaissance mutuelle entre des cultures différentes qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs. Et donc, je pense que Diwan, pour moi, dans l'image que j'en avais, dont on en parle dans ce numéro, on parlait, vous voyez, c'était en mars 2012, donc c'est pas hier, c'est pas par référence à la conférence que vous m'avez très gentiment invité à faire devant vous, à l'exposé que vous m'avez demandé de faire devant vous. On parle de cette question de Diwan, du rôle de Diwan. Pour ma part, mon sentiment, c'est que votre entreprise intellectuelle, opérationnelle, fondamentalement culturelle, associe très fondamentalement les deux versants, les deux volets de la laïcité. Vous vous affirmez comme laïque au sens de l'école laïque, de l'école gratuite et laïque, c'est-à-dire tel que vous le dites dans votre charte, de façon tout à fait indépendante de toute formation philosophique, confessionnelle, politique, syndicale, etc., mais en particulier religieuse. Donc, vous êtes dans la laïcité au sens classique
de l'école laïque, et vous êtes fondamentalement dans la laïcité telle que je la définis, parce que votre travail, votre œuvre, votre présence, votre action est très précisément d'affirmer la légitimité de la culture que vous défendez, mais en affirmant la légitimité de la culture que vous défendez, vous affirmez aussi par là même, implicitement, la légitimité des autres cultures. Donc vous êtes dans cette définition périculturelle de la laïcité, en même temps que dans la définition périculturelle. Et je crois que ce qui serait très important aujourd'hui dans notre pays, c'est de réfléchir à cette dualité et à la combinaison de ces deux formes d'expression de la laïcité, qui sont deux formes de reconnaissance de l'autre, l'une d'ordre religieux et l'autre d'ordre culturel. J'insiste sur le fait que la reconnaissance d'ordre religieux, elle est très très précise, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y insiste. Contrairement à ce qu'un certain nombre de gens pensent, contrairement à certaines discussions qui ont eu lieu avant l'adoption de la loi de 1905, la loi de 1905 n'est absolument pas une loi anti-religieuse. Elle reconnaît la diversité, y compris la diversité religieuse. La Constitution française reconnaît la diversité et la nécessité d'une entente, d'une reconnaissance mutuelle des cultures. Et donc je pense que dans cette dualité, vous avez un rôle exemplaire, je dirais, par rapport à ce qu'est notre pays. Par rapport à ce qu'est notre pays et par rapport au dialogue que nous pouvons engager, c'est le deuxième point que je voulais évoquer, le dialogue que nous pouvons engager avec nos voisins européens. Comment voulez-vous qu'on fasse passer une loi de 1905 dans des pays qui, même si dans la pratique, ils sont très très loin d'une interférence entre les institutions religieuses et les institutions étatiques, dans des pays qui ont une religion d'État? Comment voulez-vous faire passer en Grande-Bretagne la loi de 1905 alors que la laïcité au titre de la loi de 1905, alors que la reine d'Angleterre est chef de l'Église d'Angleterre? Enfin, il y a une religion d'État, il y a des religions d'État en Allemagne, etc. Donc, la France fait exception de ce point de vue. Personnellement, j'en suis ravi, mais je dois reconnaître que pour construire l'Europe, eh bien, il faut donner au mot laïque un sens autre que celui de 1905. Or, le mot laïque ne figurait pas dans la Constitution que voulait nous faire adopter M. Giscard d'Estaing il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être. C'est-à-dire que le mot laïque n'y figurait pas parce qu'il est toujours interprété dans son acception péricultuelle au sens de la loi de 1905 et que par conséquent, il n'est évidemment pas acceptable pour les autres pays européens. Par contre, la laïcité au sens périculturel, c'est-à-dire le principe de reconnaissance mutuelle de l'égalité des cultures, c'est quelque chose qui est parfaitement acceptable au niveau européen. Donc nous pouvons parfaitement participer à la construction européenne avec la laïcité périculturelle, qui est quand même un élément absolument fondateur et qui est évidemment quelque chose de tout à fait essentiel pour les Diwan. Donc je pense qu'il y a là une ouverture qui est, me semble-t-il, extrêmement intéressante. On n'a pas à imposer le modèle français. On a simplement à constater que le concept de laïcité peut avoir une interprétation locale, en France, de séparation formelle des institutions ecclésiastiques et des institutions politiques, mais qu'il a une interprétation possible périculturelle qui, elle, s'adapte parfaitement à la multiplicité des cultures. Et si l'on veut véritablement construire l'Europe, croyez-vous véritablement qu'on puisse le faire uniquement par juxtaposition de 28 États-nations? On le voit bien, les gens n'y croient pas, les gens ne se sentent pas portés par ce projet. Il existe beaucoup plus qu'on ne croit. La plupart des choses que nous faisons sont en réalité gérées maintenant par des directives européennes qui ont le pas sur les lois nationales. Mais quand même, nous savons bien qu'il y a des problèmes, y compris des problèmes de reconnaissance formelle de l'Europe en tant que telle, une abstention considérable dans les votes sur l'Europe, le fait que l'Europe est présentée comme une pression horrible sur nous dès qu'il y a un problème qui ne va pas très bien dans notre pays, etc., etc. Donc il y a un vrai problème de construction européenne, et ce problème il est très très lié à la puissance structurelle
des 28 États-nations, et en particulier des plus gros, bien entendu, la France et l'Allemagne tout particulièrement, dans la construction de cet ensemble fédéral. Mais en Europe, il n'y a pas que les États-nations, il y a aussi des peuples. Et tant qu'on n'aura pas pris la décision de donner consistance, ça n'est pas facile du point de vue juridique, tant qu'on n'aura pas pris les décisions qui permettent de reconnaître les peuples en même temps que les États-nations, pas du tout de remplacer les États-nations par les peuples, mais de reconnaître qu'il y a aussi une histoire beaucoup plus ancienne que celle des histoires-nations. L'État-nation, c'est le XVIIIe siècle, c'est en gros, ça correspond à peu près à la date de la Révolution française et des évolutions politiques des différents pays européens à la même époque. C'est très récent. Avant, il y avait les cités, il y avait les empires, etc. Incidemment, dans les empires, les peuples avaient beaucoup plus de place que dans les États-nations, parce que les empires étaient tenus de reconnaître leur minorité nationale et de leur reconnaître des droits, ce qui n'a pas été vraiment le cas dans d'autres pays, y compris dans le nôtre. Mais c'est quand même une structure très récente, les États-nations. Ce qui est ancien sont les peuples. Les peuples, il y en a des milliers sur la Terre. Les langues, il y en a des milliers sur la Terre. Et tout ça existe depuis les siècles des siècles. Et par conséquent, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de donner un coup de balancier, de supprimer les États-nations au profit des peuples, parce que les peuples, ça pose des problèmes quand même. Peut-être des problèmes de fermeture, alors que les États-nations sont ouverts par nature à la diversité. Donc il faut faire très attention. Mais entre dire faisons gaffe, faisons attention, méfions-nous des peuples parce qu'ils peuvent être plus fermés que l'État-nation, et puis ignorer les peuples, il y a quand même une distance considérable. Et par conséquent, il me semble que l'une des voies possibles d'évolution structurelle de l'Europe serait de faire un pas dans la double reconnaissance des États-nations et des peuples. Incidemment, il y a des peuples qui ne peuvent pas être reconnus en tant qu'État-nation et pour lesquels il y a des gros problèmes. Je donne par exemple l'exemple des Roms. Comment voulez-vous reconnaître ces Européens qui sont fondamentalement européens au même titre que nous, mais qui n'ont pas d'État-nation? Comment voulez-vous les reconnaître dans l'Europe comme partie constituante de l'Europe tant qu'on n'aura pas décidé qu'on peut aussi exister par une existence dispersée, par une existence diasporique et pas seulement par une existence sous forme territorialisée. Donc je pense que c'est un point essentiel. Incidemment, je fais juste une petite ouverture sur l'international, sur un sujet qui est un sujet particulièrement sensible, mais qui vient bien d'un point dans ce que je viens de dire. Il y a, nous le savons, un conflit extrêmement violent au Proche-Orient, entre l'État d'Israël et la tentative de création d'un État palestinien qui n'est qu'à moitié reconnu par l'ONU. Comment voulez-vous que se résolve ce problème si jamais il trouve un jour une solution, si l'on ne reconnaît pas que beaucoup plus que la moitié des Palestiniens vivent en diaspora? C'est-à-dire qu'on reconnaisse au peuple palestinien le droit à une existence territoriale, le droit à avoir un État-nation, puisqu'ils en veulent un, mais aussi le droit à une existence diasporique. Et donc je pense que cette question de la dualité entre le territoire et la diaspora est une question qui est extrêmement générale, qui vaut aussi pour la culture et le peuple breton. Et je reconnais, en disant cela, bien évidemment, l'existence d'un ou de, au pluriel, peuple breton. Détail, mais je veux dire, personne ne peut nier qu'il existe un peuple breton. Personne, moi je suis personnellement de filiation juive, je ne suis pas croyant, je ne suis pas pratiquant, quand je me présente pas comme un juif, je me présente comme de filiation juive parce que c'est la façon dont je suis arrivé au monde. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-parents étaient juifs. Donc je suis un Français de filiation juive. Et je pense que beaucoup ici sont bretons par la filiation qui est la leur. Et puis certains d'entre vous ont peut-être une filiation multiple.
et ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont français avec une filiation qui est leur filiation. Je pense que c'est un phénomène extrêmement général et que nous devrions œuvrer pour essayer de reconnaître que la dénomination de Français, d'Européens, j'ai une carte nationale d'identité dans ma poche. Je n'ai pas une carte d'identité nationale. J'ai une carte nationale d'identité, ce qui veut dire que je suis reconnu par la nation française, du point de vue politique, comme un citoyen de ce pays, que j'ai le droit de vote, que j'ai des devoirs, que je suis soumis aux lois de mon pays. Dans un des récents numéros de Diasporique, nous avons titré la phrase qui est en bas dans le cadre noir, à quand une carte européenne d'identité pour tous les citoyens européens. Pas une carte d'identité européenne, une carte européenne d'identité, reconnaissant que les citoyens qui vivent en Europe, quelles que soient leurs appartenances nationales, ont également une citoyenneté européenne. Donc je pense que dans toutes ces questions, il faut vraiment essayer de faire réémerger les questions culturelles, les questions linguistiques, qui sont des fondements historiques extrêmement anciens que nous portons en nous, dont nous avons une certaine responsabilité de transmission, et que cela n'est pas du tout incompatible avec notre appartenance politique à une structure territoriale qui a ses avantages. Les États de droit, moi je ne suis pas en train de nier leur intérêt. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout de faire des coups de balancier, simplement de rétablir un certain équilibre. Donc voilà ce que je voulais essentiellement vous dire comme introduction à notre discussion, et je garde peut-être la question que j'ai évoquée juste un mot au départ, c'est-à-dire la question de la multiplicité des langues et de votre attitude vis-à-vis de la multiplicité des langues pour la discussion. Merci de votre attention. Merci, Blas.